Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est l'heure du Polytech Innovation Challenge. Ce concours d'innovation réunit les meilleurs projets d'innovations environnementales sourcés au sein des labs de recherche des grandes écoles, des incubateurs de technologie, mais également des SAT, les SA2T, Sourcing Partner des Polytech Innovation Challenge. Les SAT développent des technologies issues de la recherche publique française et accélèrent leur transfert et leur utilisation par l'industrie. Grâce à ces relais et ces partenaires, 10 projets ont été sélectionnés. Ils vont maintenant s'affronter ici, sur cette scène devant vous. Voici le déroulé du concours. De 14h à 15h15, les 10 candidats vont présenter leur projet. Chaque projet aura 5 minutes pour pitcher avant de répondre à une question de notre jury. Ensuite, de 15h15 à 16h15, les jurys se retireront, ils délibéreront pour choisir le lauréat de cette édition et les conférences reprendront leur cours sur cette scène. Et à 16h30, de 16h30 à 16h45, le jury reviendra pour remettre le prix Polytech Innovation Challenge au lauréat ou à la lauréate. Évidemment, notre jury aura donc fort à faire. En voici ses membres. Merci d'applaudir, comme il se doit, Marie Bognol, directrice marketing et communication de EIT Innovation Energy, InnoEnergy, pardonnez-moi, c'est une erreur. Pierre-Yves Burlot, directeur développement durable chez Séché. Charlotte Migne, directrice du développement durable chez Suez. Jean-Guillaume Péladan, directeur stratégie environnement de Sycomore Asset Management. Isabelle Spiegel, directrice développement durable chez Vinci. Et Éric Tardieu, directeur général de l'Office international de l'eau. Mesdames et messieurs les jurés, merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Nous allons immédiatement débuter. Le timer est prêt, les slides sont là. La télécommande est ici, le micro est dans ma main. Chers candidats, chères candidates, ceci est votre scène. Vous avez donc 5 minutes pour convaincre et nous commençons tout de suite avec le projet BidMed, procédé de dépollution d'effluents contaminés en métaux lourds, projet qui est présenté par Laura Durand, ingénieure maturation. Voilà. La slide suivante, c'est celui-là. Et Laura, vous avez 5 minutes à partir de maintenant. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Laura Durand. Je vais vous présenter le projet de dépollution, donc on le nomme BidMed. C'est un projet qui a été breveté en 2023 et donc il a été initié au laboratoire de recherche de Gradignan, le LP2IB, et il est actuellement du coup porté maintenant par la SAT Aquitaine. Et donc notre technologie BidMed se compose de billes de PVA alginate que je vais vous présenter tout au long de la présentation. Donc pour commencer, l'eau est une ressource en tension. Et on peut la caractériser selon 2 états, l'état écologique et l'état chimique. Donc on constate là pour ces données que pour l'eau de surface en France en 2019, l'eau est en bon état écologique pour 40% et également 40% pour le bon état chimique. Cela veut dire qu'environ 60% de l'eau est en mauvais état pour les 2 états caractérisés ici. Et la principale source de pollution, ce sont les métaux lourds, qui ont un effet néfaste sur l'environnement et la santé humaine. Bien sûr, il y a des moyens qui existent pour dépolluer, tels que la filtration membranaire, les résines échangeuses d'ions, la séparation physico-chimique ou l'adsorption. Mais ces technologies restent perfectibles, notamment en termes d'efficacité, de coût, d'impact environnemental, de consommation d'énergie ou d'utilisation. Donc notre technologie BidMed est une solution efficace de capture des métaux lourds dans des environnements à forte et faible concentration. Donc on étudie du microgramme par litre au gramme par litre. Donc, pour parler des avantages de la technologie, elle est efficace pour 8 métaux seuls ou en mélange. Donc pour les métaux, bien sûr, déjà étudiés. Juste en dessous, nous avons un classement des métaux du plus fortement capté au plus faiblement capté. Donc on voit bien que c'est le cadmium et le plomb qui sont les captés le plus facilement. Donc on étudie à l'échelle du microgramme au gramme par litre. Il y a une facilité d'usage, notamment pour le prélèvement des billes. Il n'y a pas besoin de rinçage, pas de colmatage du réacteur et nos effluents finaux sont à pH neutre. On peut traiter aussi de grandes quantités de déchets, les billes sont réutilisables et on peut également récupérer les métaux dans un second temps. Maintenant, je vais parler un peu plus précisément du process
de mise en contact de notre bille avec le métal à capter. Donc ça, ici, vous voyez, la bille CaCO3, c'est notre bille finale. Avant de pouvoir l'obtenir, il y a 2 étapes nécessaires. Dans un premier temps, on a une solution de PVA et d'alginate qui est mise en contact avec une solution de réticulation de calcium et d'acide borique. On obtient le premier état de la bille, qui est une bille BO3. Ensuite, on ajoute à cette bille une bactérie et de l'urée, parce qu'elle a une activité uréolytique qui permet de transformer cette bille BO3 en bille CO3 et d'obtenir cette bille-là, la bille CaCO3. Donc, une fois qu'elle est obtenue, c'est là qu'on peut mettre en contact avec l'élément métallique à capter. Ils sont principalement des métaux divalents qu'on étudie, mais on peut également faire sur des métaux trivalents. Et on obtient au final un complexe MCO3. Donc vous voyez, on a de nombreux métaux qu'on a déjà étudiés. Là, je vais vous présenter les résultats pour le cadmium, qui est un des éléments qui marche très bien sur nos billes. Donc là, il y a plusieurs conditions qui ont été testées. On a travaillé à 3 concentrations de 0,1, 1 et 10 micromolaires. Donc c'est des concentrations qui sont faites au laboratoire. Et donc c'est des expériences qui se font en flux sur un circuit ouvert à un débit précis. Et donc on voit bien que 90% du cadmium est capté en 1 heure et 99% en 5 heures. Donc c'est de très bons résultats pour le cadmium. On peut également ensuite au laboratoire étudier la cinétique en faisant plutôt des études en batch dans un circuit fermé. Donc après avoir étudié l'élément seul, on étudie plutôt plusieurs éléments métalliques ensemble. Donc là c'est vraiment des mélanges complexes avec plusieurs métaux, de la matière organique en suspension, du sel. Et donc ça, c'est vraiment des choses qu'on est en train de réaliser, c'est en cours. Et c'est vraiment pour valider l'efficacité de nos billes sur un mélange réel, un mélange plus complexe. Et on a pour l'instant des résultats plutôt prometteurs sur ces premiers essais. Et en janvier 2025, nous allons réaliser aussi des tests écotox sur la bille CO3 pour vérifier la non-toxicité de la bille. Pour finir, du coup, les principaux domaines d'application sont le traitement des eaux, l'abaissement de sa seuils réglementaires pour les éléments étudiés par rapport aux normes de rejet, le traitement des flux en complexe et potentiellement le traitement de sols pollués. Et donc nos objectifs sont le passage à l'échelle pilote, la recherche de partenaires industriels et la recherche d'un licencié. Pour finir, voici 2 personnes qui gèrent le projet au sein de la SAT, dont Benoît Sort qui est présent aujourd'hui pour tout ce qui est, si vous avez à la fin des questions plus valorisation et suite du projet. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup pour ce pitch en 4 minutes 46. C'est d'une précision absolue. Cher jury, avez-vous une question pour Laura Durand? Bonjour, merci beaucoup pour votre pitch. On aimerait en savoir un petit peu plus sur la taille de votre marché et l'adéquation entre le produit et la demande du marché. Effectivement. Alors c'est vrai que ce n'est pas forcément mon domaine en tant qu'ingénieur maturation, mais moi je pense que Benoît pourra plus en parler que moi à la suite de cette présentation. Mais en tout cas, comment dire, on a fait une étude de marché un petit peu avant la maturation pour voir un petit peu les demandes industrielles, notamment sur les métaux qui souhaiteraient éliminer. Et voilà, donc tous les métaux ne sont pas revenus, mais certains métaux comme le zinc, le fer sont souvent revenus. Et donc, ça permet d'orienter un petit peu notre étude sur les métaux à tester. Donc, on sait qu'il y a un marché là-dessus parce qu'il y a quand même pas mal de demandes et pas mal de réponses positives des industriels. Mais pour l'instant, voilà, on fait un panel d'études sur différents métaux pour avoir le maximum d'informations, pour pouvoir, du coup, avoir le maximum d'informations qui pourraient intéresser n'importe quel industriel. Merci. Tu peux préciser la question ou on n'a plus le temps? Si vous la précisez vraiment en 25 secondes. Est-ce que vous avez une idée précise entre traitement de l'eau potable, traitement de l'eau industrielle, traitement de l'eau usée municipale ou de l'eau usée industrielle, une idée d'à quoi ressemblerait une installation incorporant ça et combien elle coûterait? Alors, pour ce qui est du coût, je ne peux pas vous dire, mais par contre, pour ce qui est de l'installation, nos billes, elles sont dans des colonnes en plastique au laboratoire, donc il y aurait juste à les mettre dans un contenant, type tuyau, un gros contenant, et après on fait passer notre liquide à travers, donc on pourrait reproduire ce qu'on fait au laboratoire dans l'industrie avec le matériel industriel. Mais c'est vraiment des premières, voilà, pour l'instant on n'est pas encore à ce stade-là. Merci beaucoup. C'était presque une question supplémentaire, mais on va la compter quand même. Merci beaucoup, Laura Durand. Il nous faut vous préciser évidemment que la plupart de ces projets sont extrêmement early stage.
Ce sont vraiment des principes d'application de recherche. Nous passons tout de suite au deuxième projet candidat. Il s'agit du projet Enville, qui fait de la décarbonation des parcs immobiliers à grande échelle. Et ce projet est représenté tout de suite par soit son président et fondateur Alexandre Nguyen, soit Philippe Benudeau, qui est directeur général et cofondateur. Celui-ci. Bonjour, merci de nous avoir sélectionnés et de nous permettre de présenter notre projet. Donc Enville, notre projet, c'est de pouvoir accélérer la décarbonation de l'immobilier et on va le faire par la donnée. C'est issu des travaux de la recherche, donc issu de l'École des mines de Paris, et on est incubé au CNAM actuellement. Notre solution va être de pouvoir accélérer la décarbonation à travers un outil qui vont être les données et les jumeaux numériques. Alors, le premier constat, c'est pourquoi on s'attarde sur la décarbonation. La décarbonation, c'est, à notre sens, le point d'inflexion de la filière immobilière. Un chiffre, 80% du parc immobilier en 2050 existe déjà aujourd'hui. Donc respecter les accords de Paris, c'est s'attarder sur le parc actuel, en grande majorité. Le poids des énergies finales, de la consommation d'énergie finale et des émissions de gaz à effet de serre, c'est le deuxième secteur le plus impactant dans l'économie, respectivement 47% et 25%. Pour décarboner le patrimoine immobilier, un prérequis, pouvoir bien décrire le patrimoine existant. Or, ce patrimoine, il a une énorme carence, c'est sa description. On a énormément de mal à récolter les données qui vont décrire le patrimoine immobilier actuellement. Si la donnée existe, elle n'est pas toujours précise. Si elle est précise, elle est difficilement récoltable. Si elle est récoltable, elle est difficilement comparable. On est face à des données très hétérogènes. Notre point de départ, ce sera de fournir et de documenter tout son patrimoine très rapidement, automatiquement, pour caractériser les bâtiments et pouvoir fournir des solutions de décarbonation. Notre solution, comment elle fonctionne? On va partir de l'open data. On va utiliser les données topographiques qui vont nous permettre de concevoir les volumes. On va ensuite utiliser les données de construction, les données énergétiques en présence pour caractériser l'intelligence énergétique de chaque bâtiment. Et on va intégrer également les informations socio-économiques pour avoir l'usage, l'occupation et la typologie des actifs. On prend ces données, on les récupère, on les agrège, on les traite, on les hiérarchise, on les géolocalise et on fait une simulation thermique de tout ce patrimoine qui vont nous permettre de déterminer comment vont être ces bâtiments. Ça va nous permettre de dégager deux services. Le premier, c'est qu'on va pouvoir fournir les données de tous les bâtiments qu'on analyse. Et le deuxième, c'est qu'on va pouvoir automatiser les scénarios de décarbonation. Alors, le premier service, de fournir les données, on va pouvoir fournir tous les éléments de données qui vont caractériser un patrimoine. Les données de surface, les données de volume, l'exposition solaire, la toiture, les données de patrimoine qui vont concerner la valorisation, les propriétaires et les occupants, les données techniques et enfin les données énergétiques sur la consommation finale. On va pouvoir fournir un équivalent DPE de tous les bâtiments de France, résidentiels et tertiaires. On peut faire ça sur 100% du patrimoine résidentiel et tertiaire, géolocalisé. On a pu comparer les données qu'on modélise avec des données réelles et on va avoisiner les 90% de fiabilité. Et le point le plus important, c'est qu'aucun effort n'est demandé à nos interlocuteurs. Il nous suffit juste d'avoir la liste des adresses. À partir des adresses, on va pouvoir traiter l'intégralité des informations qu'on vous a transmises. Le deuxième élément, c'est qu'à partir de cet équivalent DPE qu'on va transmettre, on va pouvoir, action par action, définir quel peut être son impact en termes de décarbonation. On va pouvoir le faire à l'échelle d'un actif, mais on va également pouvoir le faire à l'échelle d'un parc immobilier. 1, 10, 15, 50, 200 bâtiments, pour pouvoir déterminer quelles vont être les trajectoires de décarbonation les plus optimisées. On a plusieurs cas d'usage. On a travaillé avec les directions RSE des directions immobilières, avec des détenteurs d'actifs. On a également travaillé avec des énergéticiens. Et on travaille également avec des équipementiers ou des acteurs de l'énergie pour faciliter l'identification des actifs prioritaires sur lesquels on doit opérer des rénovations. Je vais finir par la présentation de l'équipe. Donc, le président et fondateur, donc Alexandre Nguyen, qui a conçu cette techno suite aux travaux de recherche qu'il a fait à l'École des mines. Et moi, donc Philippe Benudeau, qui le rejoint il y a 1 an et demi pour le développement de la start-up et la construction de son développement. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup. Cher jury, des questions. Excusez-moi. Une question. Bonjour, merci beaucoup pour ce pitch. Je vais avoir une question parce que moi en plus je suis de Vinci, donc un certain parc immobilier en propre, mais également qu'on vend pour nos clients. Qu'est-ce qui vous différencie de ce qui existe déjà sur le marché et qu'est-ce qui fait, ça sent magique, hein, en un clic je vais pouvoir avoir des plans de décarbonation pour nous et pour nos clients. Donc voilà, gros différenciateur, état de la concurrence pour nous aider à cibler votre marché. Alors,
il y a deux acteurs qui sont assez proches de ce qu'on fait, sur lesquels nous, on a une spécificité, c'est qu'on a une spécialisation sur le tertiaire. Pour pouvoir développer notre technologie, il faut ce qu'on appelle des enrichisseurs qui vont caractériser à partir des données entrantes les spécificités du modèle tertiaire. Or, le résidentiel, on a des modèles de consommation énergétique qui sont relativement calibrés. Sur le tertiaire, on a une singularité qui rend la technologie beaucoup plus complexe à aborder, qui est le sujet de thèse de Alexandre sur lequel on a créé notre techno. Donc ça, c'est le premier axe de différenciation. Et le deuxième axe, qui est beaucoup plus sur le socle technologique, c'est que pour avoir ce raffinage technologique, on fait une simulation thermique. On utilise de l'IA, qui est la base des autres technologies concurrentes. Nous, l'IA est un complément des outils de l'ingénierie parce que justement, on s'adresse à des actifs beaucoup plus complexes. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ouais. Je ne sais pas non plus, mais nous n'aurons pas l'occasion de le savoir, puisque c'est la seule question que vous pourrez poser. Merci beaucoup, Philippe. Je vous reprends le micro si vous voulez bien. Merci beaucoup. Troisième projet candidat aujourd'hui, il s'agit du projet FOMCAP, le nouveau procédé de captation de dioxyde de carbone par des MOF. Et le projet est représenté par le docteur Israfilov Nizami. Tenez, ici. Bonjour, merci. Donc, je m'appelle Nizami Israfilov, docteur en chimie supramoléculaire de l'Université de Strasbourg et je suis aussi porteur de projet de FOMCAP. Je commence ma présentation avec ces images tragiques pour montrer l'importance du problème que nous adressons. C'est le dérèglement climatique causé par émission de gaz à effet de serre. Et parmi ces gaz, la CO2 est le responsable primaire. Et notre projet consiste pour capter cette CO2 pour capture post-combustion. Notre technologie c'est basée sur le solide poreux de type MOF. Ça s'appelle Metal Organic Frameworks en anglais. Je vais faire un peu de chimie. Si en français, ça fait un réseau métal organique. Donc c'est un réseau 3-dimensionnel créé à partir, comme son nom l'indique, d'un ion métallique et en partie organique. Ça fait un réseau 3-dimensionnel. C'est comme on peut construire un Lego avec deux types d'unités. Et en gros, c'est un Lego moléculaire très poreux. 1 gramme de matériel peut aller à la surface d'un stade de foot. Et maintenant, si je viens plus sur notre solution exactement, donc on a synthétisé un MOF, on a baptisé Sumson 3, c'est un poudre bleue. Et on a fait le test et il a montré de bonnes capacités d'absorption et surtout stabilité et tolérance aux impuretés. Donc la prochaine étape, ça va être de mise en forme de cette poudre et de l'intégrer dans un petit pilote au laboratoire. Maintenant, je passe aux concurrents. Comme majorité de projets, on a des concurrents. Et aujourd'hui, la plus grande concurrence, c'est des amines liquides qu'ils ont utilisés en post-combustion. C'est une technologie qui est très mature. Ça existe depuis plus de 50 ans et le prix, ça coûte très, très moins cher. Mais par contre, ils ont pas mal d'inconvénients comme la dégradation, la toxicité de produits de dégradation et surtout l'efficacité énergétique. En fait, une fois le matériel il a absorbé le CO2, il faut le chauffer pour relarguer le matériel, pour recycler le matériel pour faire le cycle suivant. Donc pour les amines, on a besoin de 2 jusqu'à 5 fois plus d'énergie que des MOF. Maintenant, je parle où nous sommes aujourd'hui. Donc, on est maturé à l'aide de SAT depuis 2 ans. Et depuis 2 ans, on a fait pas mal d'avancements. Et il y a aussi pas mal de choses à faire. Donc, on a diminué le coût considérablement. Et on a fait un nouveau synthèse qui est considérable, industrialisable, pardon. Parce qu'au début, quand on a commencé le projet, c'était un projet de labo purement scientifique. Et aujourd'hui, on a une synthèse qui peut être industrialisée. Et pendant ce temps-là aussi, on a testé notre MOF et on a déposé un brevet. On a récemment déposé un savoir-faire et on était lauréat de concours d'IPHD comme majorité de participants aujourd'hui. Et à côté droite, j'ai mis quelques photos parce que comme c'est un matériel poreux, et solide, stable, on peut avoir plein d'autres applications. Par exemple, on a purification de l'eau. Ici, c'est le même échantillon. L'échantillon à droite, ça aussi, c'était coloré, mais avec le MOF, il a absorbé 99,8% de colorant. Ou bien, on peut l'utiliser pour l'absorption de VOC, la composé organique volatile, comme ici dans l'absorption de formaldéhyde. Et voilà, ici, c'est mes données. Vous pouvez scanner cette code et vous pouvez trouver plus d'informations sur moi et vous pouvez aussi télécharger de cette présentation.
Et aussi, si vous avez des questions, vous voulez collaborer, vous pouvez, n'hésitez pas à m'approcher. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, merci pour cette présentation. Cher juré, une question au sujet des MOFs. Des MOF. Je ne sais pas comment on prononce le pluriel. MOF. Non, si on ne sait pas. Bonjour docteur, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur le coût de la solution et vous nous avez parlé de coût divisé par 5, mais le coût global? Oui, c'est extrêmement cher. C'est vrai que je fais comme Extrêmement un peu de la cher. publicité, ça nettoie 5 fois mieux, mais on ne sait pas. Voilà. Voilà, donc le prix, c'était extrêmement cher. Donc, je l'avoue, au début, c'était quelques milliers d'euros au kilo. Aujourd'hui, donc, avec le SAT, on a expert industriel, donc on a un prix estimé à 200 euros par kilo, entre 100 et 200 euros. Mais c'est une estimation un peu gros. Voilà. Merci beaucoup pour cette question qui était très brève dans sa formulation comme sa réponse. Merci beaucoup, docteur. Merci. Nous passons au quatrième. Il se passe des trucs dans ce concours, vous n'avez aucune idée. Nous passons au quatrième projet. Il s'agit du projet Ion Water Technologies, un dessalement innovant pour une économie bleue durable. Elle est représentée par sa CEO et cofondatrice, le docteur Lucy Reiss. Docteur, voici, juste ici, et vous avez 5 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Lucy Reiss, je suis docteur ingénieur spécialisée dans le traitement de l'eau et dans le transfert technologique. Et je suis CEO de Ion Water Technologies, une start-up en cours de création qui valorise une technologie innovante qui a été développée sur la base de nos travaux de recherche à l'École normale supérieure à Paris. Donc nous, chez Ion, ce qui nous intéresse, c'est l'eau et c'est l'énergie, principalement parce que purifier de l'eau, ça consomme énormément d'énergie. Donc on développe une solution innovante de dessalement, et là, le but, ça va être de purifier plus d'eau pour moins d'impact environnemental. Donc le dessalement, ça coûte cher et ça pollue. Pour comprendre, on a échangé avec plus d'une quarantaine d'acteurs du traitement de l'eau. Et un exemple, c'est Pauline, elle est directrice achat dans un grand groupe qui construit et qui opère plus de 200 usines de dessalement à l'international. Quand elle décompose le prix de revient de l'eau qu'elle dessale, c'est plus de 50% de factures énergétiques. C'est de l'opération et de la maintenance qui coûtent cher et qui polluent parce que ces installations utilisent énormément de produits chimiques pour désinfecter l'eau, pour nettoyer les membranes qui sont rejetées en fin de process avec les saumures dans l'aquasphère. Et finalement, son parc, il coûte cher en CAPEX et en sécurité opérateur parce qu'il utilise des systèmes contraignants qui viennent, par osmose inverse, pousser de l'eau salée à travers des filtres à des pressions gigantesques. 60 bars, c'est l'équivalent de la pression sous un barrage qui serait haut comme 2 fois la Tour Eiffel. Donc Pauline, à l'image de beaucoup d'autres acteurs du traitement de l'eau, elle cherche des solutions pour dessaler plus vert, moins cher. Solutions qui permettraient d'adresser un marché qui, en 2032, s'estimera à hauteur de 45 milliards de dollars quand 170 millions de mètres cubes d'eau seront dessalés par jour à l'échelle internationale. Chez Ion, on développe la prochaine solution de dessalement qui fonctionne sans pression. Ça va nous permettre de dessaler de manière plus efficace, grâce à des équipements moins contraignants et pour un moindre impact énergétique et environnemental. Avec cette solution, on porte l'ambition de couper jusqu'à par 2 le prix de revient de l'eau dessalée grâce à des solutions simples, modulaires et déployables à toutes les échelles. Compatibles de l'échelle locale, conteneurisées pour des micro-usines, des applications humanitaires, mais des solutions également compatibles jusqu'à l'échelle industrielle dans les usines de dessalement. Comment ça fonctionne? Ion, c'est une technologie de rupture qui a été développée sur la base de nos travaux de recherche en nanofluidique à l'École normale supérieure à Paris et qui est couverte par 3 brevets. Concrètement, on est venu repenser les systèmes de pompage traditionnels en changeant les moteurs mécaniques par des moteurs électriques. Donc Ion, c'est un système d'électropompage qui est capable de pousser de l'eau à travers n'importe quelle membrane commerciale, et ça de manière plus efficace, mais surtout avec l'équivalent de seulement quelques volts, à l'inverse des hautes pressions conventionnelles de l'osmose inverse. Le premier avantage, c'est que ça va nous permettre de réduire les CAPEX en s'affranchissant de tous les équipements qui fonctionnent sous très haute pression hydraulique, qui sont coûteux à l'installation, contraignants et énergivores à l'opération. Le deuxième avantage, c'est que cet électropompage, on est capable de le contrôler de manière très précise, notamment à le faire osciller de part et d'autre de la membrane inopérante d'eau pour faciliter le passage de l'eau à travers le filtre. Ça nous permet de nous affranchir de beaucoup de phénomènes limitants, colmatage, polarisation, et donc d'atteindre un minimum énergétique. Et puis, le troisième avantage, c'est que notre système d'électropompage, il est capable de récolter en temps réel des informations sur la qualité de l'eau grâce à des techniques électrochimiques
ce qui nous permettra de designer un software intelligent qui permettra d'aider à l'opération des installations, notamment de réduire la quantité de produits chimiques de pré-traitement, donc les coûts d'opération et de maintenance, et puis l'impact environnemental des saumures rejetés in fine. Donc aujourd'hui, notre technologie, c'est un prototype de laboratoire TRL34 capable de purifier l'équivalent de quelques litres. Demain, Ilion, ce sera le premier module d'osmose inverse électroassistée capable de dessaler à basse pression pour un minimum énergétique, pour un minimum de produits chimiques de pré-traitement. Ce sera une gamme de solutions plug and play capable de s'insérer dans n'importe quelle filière de dessalement, de l'échelle locale à l'échelle industrielle. Et voilà, ça fait 4 ans qu'on travaille sur ce projet avec mon équipe, avec mon associé Zachary Pilot, qui est ingénieur en mécanique des fluides, en ingénierie des océans, en opérationnel à plein temps aussi, donc on est 3. Il y a aussi Paulina Sarnikowski, qui est employée assistante ingénieure. Et puis on est soutenu par un board d'experts renommés, le professeur Lidéric Bocquet, donc professeur à l'École normale supérieure à Paris, dont les travaux de recherche sont à l'origine de notre technologie. Lidéric, il est médaillé d'argent CNRS, il va recevoir la médaille de l'innovation très prochainement également, parce qu'il est aussi cofondateur de plusieurs autres startups. Et on a aussi Frédéric Hamel, serial entrepreneur depuis plus de 25 ans, qui nous aide en tant que conseiller stratégique. Aujourd'hui, donc on est en phase de scale-up. Notre projet il présente de nombreux indicateurs de succès, un grand prix IPHD l'année dernière, un iLab cette année. Et on recherche activement des nouveaux talents qui partagent notre vision, des investisseurs pour accélérer le développement de notre technologie et sa mise sur le marché, et des partenaires pour nous aider dans le développement, le prototypage et les phases de test de notre démonstrateur en environnement réel. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, docteur. Et pour un pitch en 5 minutes 03, c'est d'une précision absolue. Cher jury, une question au sujet de Ilion Water Technologies. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce que vous recherchez plutôt des partenaires intégrateurs de votre solution dans des ensembles de traitement de l'eau, ou plutôt des partenariats du côté des fabricants de membranes, c'est-à-dire les modules plutôt initiaux d'installation de votre proposition? Merci. Merci pour la question. Oui, effectivement, comme il y a différentes phases sur la montée en échelle de la techno, on recherche ces deux types de personas, donc des intégrateurs qui peuvent nous aider à intégrer cette solution dans un environnement réel, et puis également des membranistes idéalement qui pourraient nous aider à réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait réfléchir à intégrer notre pompe dans des installations industrielles. Voilà. Merci beaucoup. Il se trouve que la personne qui vient de vous poser cette question est directeur général de l'Office international de l'eau. Je pense que donc il y a là une conversation à avoir juste après le concours. Merci beaucoup en tout cas. Nous passons au 5e projet candidat. Il s'agit du projet Mirega, le premier analysateur de gaz miniature. Il est représenté par Vincent Hardy, qui en est le président et cofondateur. Hop, tenez. Juste ici, et vous avez 5 minutes. Merci beaucoup. Effectivement, donc je m'appelle Vincent Hardy, je suis cofondateur de Mirega, mais j'ai un profil un peu original dans le sens où j'ai créé et dirigé plusieurs entreprises par le passé, mais j'ai aussi réalisé mon rêve d'enfant en devenant moniteur de ski. Et c'est au travers de ce métier et de ma passion pour la montagne que je vois et que je vis au quotidien les impacts du dérèglement climatique. Et ça, c'est inquiétant, mais ça m'a motivé à créer une entreprise qui a un impact environnemental positif. Et en particulier, en essayant de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et comme on n'améliore que ce qu'on mesure, je me suis intéressé à la mesure des gaz à effet de serre. En particulier du méthane, qui est responsable de 40% du réchauffement climatique actuel. Et en me renseignant sur ce sujet-là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas si simple qu'il y paraît. Aujourd'hui, pour faire de l'analyse de gaz, il y a 2 grosses catégories de produits. Il y a les capteurs, ils sont petits, mais ils sont très peu performants. Et puis il y a les analyseurs, qui eux, sont très performants, très précis, mais par contre, ils sont très encombrants. En gros, il faut choisir. Soit on est précis, soit on est compact. Et ça ne pose pas de problème dans pas mal d'applications. Mais dans certains cas, ça peut être vraiment problématique, et je vais vous donner quelques exemples.
Le premier exemple, il est représenté par ce schéma-là. On voit que pour détecter les fuites de gaz, un opérateur peut passer à côté de fuites, alors que si on a un analyseur qui est précis et mobile, on peut gagner en efficacité et en rapidité en le montant sur un drone typiquement. Et ça, des analyseurs de gaz qui sont précis et compacts, c'est exactement ce qu'on fait chez Mirega. On est en train de développer le premier analyseur de gaz qui est 100 fois plus compact que ce qui est actuellement disponible sur le marché. Le deuxième cas d'usage, le deuxième exemple que je voulais vous donner, c'est pour la quantification des émissions diffuses. Aujourd'hui, sur un site industriel, pour mesurer les émissions globales de ce site industriel, il faut être à la fois précis, parce que le gaz il va se diluer très vite, mais il faut aussi être mobile, parce qu'il faut pouvoir faire le tour du site pour faire agglomérer toutes ces données et être capable de mesurer les émissions globales au niveau d'un site industriel. C'est non seulement un enjeu majeur d'un point de vue environnemental, mais c'est aussi une obligation liée à la réglementation, à un règlement européen qui vient d'être appliqué cette année. Et le troisième cas d'usage que je voulais partager avec vous, c'est sur des applications plus scientifiques. Aujourd'hui, j'aime bien prendre l'exemple du permafrost parce que c'est assez compréhensible. Quand le permafrost dégèle, il va y avoir des réémissions de faibles quantités sur des zones géographiques très importantes. Et là encore, on a besoin d'être précis et mobile. Et c'est typiquement ce qu'on fait. Et on arrive à le faire parce qu'on a une technologie qui est vraiment très très chouette. Et elle vient du laboratoire de l'École normale supérieure de Paris. Elle vise à miniaturiser les méthodes classiques en usinant des fibres optiques, l'embout de fibres optiques pour remplacer des miroirs macroscopiques. En clair, aujourd'hui, ça se fait avec des miroirs qui font 10 cm de diamètre, et nous, on les remplace par des fibres optiques qui font la taille d'un cheveu. Aujourd'hui, on commence à peine à se lancer dans un projet de levée de fonds pour, d'une part, industrialiser notre produit et, d'autre part, finaliser le développement. Et donc, moi, si j'ai un message à faire passer, c'est que je serais ravi de discuter avec vous, d'une part, si vous êtes reconnu dans l'un des cas d'usage, d'autre part, si vous cherchez des sociétés à financer. Et voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Hardy. Y a-t-il un ou une membre du jury qui a une question? Oui. Alors, j'ai deux courtes questions. Déjà, bravo pour cette présentation. J'ai une question technique sur la capacité à détecter les volumes de fuite quand on n'est pas sur un terrain plat, mais un terrain en pente, ce qui est une vraie difficulté pour nous. Et puis, une deuxième question, c'est quel est le volume de gaz que vous identifiez et que vous pouvez donc réduire ensuite par des actions correctives qui permet de rembourser la solution, puisqu'il y a une économie en fait à réduire les volumes de gaz perdus. Effectivement, c'est deux très bonnes questions. Alors sur la première, c'est sur la capacité de mesure. Et moi, j'aime bien prendre sur les pentes. Nous, notre capacité d'être monté sur un drone, ça nous donne vraiment la capacité de faire des mesures en 3 dimensions et donc de s'affranchir de pas mal d'aspects liés à la géométrie et puis avoir cet élément-là. Et la deuxième question qui est liée à l'impact lié aux réparations, en fait, nous, ça nous permet de mieux identifier les fuites, mieux identifier et une fois que les fuites elles sont bien identifiées, on peut, pour le même budget, mieux, j'ai du mal à trouver mes mots, excusez-moi, mieux prioriser les réparations qu'on fait et donc avoir un impact économique important et un retour sur investissement plus important, effectivement. Et ça mérite d'être quantifié. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Hardy. 6e projet candidat aujourd'hui, le projet Méthane 4, nouveau procédé de production de biométhane sans rejet de dioxyde de carbone. Non. Non. On va passer à OptiSource.
apparemment. On va parler de Methane 4 à un moment, hein, ne vous en faites pas, mais nous allons maintenant tout de suite nous intéresser à OptiSource, qui travaille sur la durabilité et l'optimisation des batteries de lithium avec des superconducteurs. Vous êtes Théophile Paul, vous êtes le porteur de projet. La scène est à vous. Vous avez 5 minutes, il suffit d'appuyer là. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Théophile Paul, je suis porteur du projet OptiSource et aujourd'hui je vais vous parler de batteries au lithium et de problèmes liés à ces dernières. Donc, pour commencer, il faut savoir que dans la mobilité électrique, les batteries au lithium sont soumises à de forts pics de puissance dus aux différentes phases d'accélération et aux phases de freinage qui vont justement venir accélérer le vieillissement de ces dernières. Donc à titre indicatif, dans les batteries que l'on peut retrouver dans les chariots élévateurs peuvent voir leur durée de vie être divisée par 2. Et en fait, ceci s'explique à cause de mon problème numéro 2, qui est que les batteries au lithium ne sont pas performantes à la fois en énergie et en puissance. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les batteries n'ont pas cette capacité à avoir une grosse autonomie et en même temps d'avoir cette habilité à fournir les pics de puissance. En fait, c'est soit l'un, soit l'autre, soit un espèce de compromis entre les deux. Et donc ça nous amène à notre problème numéro 3, qui est que les batteries au lithium sont généralement dimensionnées de manière sous-optimale. Donc soit on va venir les surdimensionner, donc pour assurer la puissance et l'énergie, donc en mettant plein de cellules de batterie, mais ça coûte cher et ça prend la place. Soit on va venir les sous-dimensionner, aux dépens généralement de la puissance, et ça nous amène à nouveau à notre problème numéro 1, qui est cette incapacité à fournir les pics de puissance sans dégrader la durée de vie de la batterie. Et donc c'est là qu'intervient le projet OptiSource, qui a pour but d'associer aux batteries des supercondensateurs. Alors, des supercondensateurs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des éléments de stockage qui stockent très peu d'énergie, mais qui sont capables de fournir des forts pics de puissance. Et donc le but, c'est de faire en sorte que la batterie voit une puissance qui est plus ou moins constante tout au long de son fonctionnement, et de déporter les fameux pics de puissance vers les supercondensateurs. Alors, tout ça, ça se fait avec un peu d'électronique de puissance, mais aussi avec un algorithme de gestion d'énergie, là où se trouve le cœur et le savoir-faire d'OptiSource, qui va permettre justement de faire le partage de puissance vers la batterie ou les supercondensateurs, dans le but de limiter les contraintes sur la batterie. Et donc ça va nous permettre d'améliorer le dimensionnement, les performances, la durée de vie, et donc le coût total de possession de la batterie. Ce qu'on cherche à faire avec les algorithmes qu'on a développés, c'est qu'on cible une amélioration de 20 à 30% de la durée de vie de la batterie. Donc encore une fois, à titre indicatif, pour une batterie qui aurait une durée de vie de 8 ans, ça correspond à un gain de 1 à 2 ans, ce qui n'est clairement pas négligeable dans une démarche de développement durable. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2023, 700 gigawattheures de batteries ont été produites, dont 70 à 80% uniquement pour de la mobilité électrique. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'une batterie est considérée en fin de vie lorsqu'elle a perdu 20 à 30% de sa capacité initiale. Et après, on ne sait pas trop quoi en faire, et dans le meilleur des cas, elles sont utilisées comme batteries de seconde vie dans des applications moins exigeantes, comme par exemple dans le stationnaire. Alors maintenant, si grâce à OptiSource, on pourrait récupérer ces batteries en fin de vie, leur redonner une nouvelle jeunesse et surtout de l'efficacité, justement avec l'ajout des supercondensateurs, et on pourrait les réintégrer dans des applications de mobilité électrique moyennement contraignantes. Ce qui nous permettrait donc de limiter la production de batteries dans ce secteur d'activité et de développer et d'enrichir l'économie circulaire autour des batteries au lithium. Donc là, on peut s'imaginer que plus tard, grâce à OptiSource, on pourrait réduire du coup la production de batteries, et si on arrive à réduire ça de 1 gigawattheure, donc grâce à la prolongation de la durée de vie ou grâce à la réutilisation de batteries de seconde vie dans la mobilité électrique, eh bien, ce serait 600 tonnes de lithium carbonate qu'on n'aurait pas à extraire et à produire. Donc là, je vous parle juste de lithium, mais je pourrais également vous parler du manganèse, du cobalt, du nickel, qui sont tous des métaux rares critiques dans le bon développement des batteries au lithium. Donc aujourd'hui, le projet OptiSource est financé par la SAT Connectus, située dans la région Grand Est, qui nous ont permis d'améliorer le prototype que j'ai pu concevoir durant ma thèse pour passer d'un TRL 3 à un TRL 6 environ. Et donc le prototype actuel a été réalisé en partenariat avec un industriel de la région, chez qui nous avons pu tester notre solution sur un de leurs véhicules et dont les résultats sont très encourageants. Donc pour la suite, on a beaucoup d'objectifs, dont le premier qui est de continuer à grandir en maturité sur notre technologie, d'un point de vue de l'algorithme, d'un point de vue du hardware, mais aussi de tester d'autres champs d'application, comme le stationnaire, où on peut retrouver pas mal de pics de puissance, où OptiSource pourrait avoir un clair intérêt dans ce cas d'application.
Tout ça en se lançant dans une aventure entrepreneuriale avec la création d'une start-up d'ici le début de l'année prochaine. Donc pour conclure, je crois personnellement que pour une transition écologique qui soit cohérente et durable, qu'il est nécessaire dans la mobilité électrique d'associer plusieurs sources d'énergie électrique les unes avec les autres pour optimiser leur performance, leur durabilité et les ressources qui leur sont propres. Et c'est exactement ce que fait OptiSource. Merci. Merci beaucoup. Cher jury. Est-ce qu'en cible, vous avez projeté un modèle économique par rapport à la réutilisation de batteries, le surcoût de la techno, etc., etc. Même si c'est à grosse maille, mais juste pour avoir des ordres de grandeur. Alors, des ordres de grandeur sur la réutilisation de batteries? Non, sur le coût, sur le business model. Comment on compense le surcoût de votre technologie? C'est ça. En fait, sur quoi je mets l'accent, c'est surtout sur le TCO, le coût total de possession. Donc en fait, à l'achat, c'est sûr que ce sera plus cher parce qu'on rajoute les supercaps, on rajoute les convertisseurs. Mais en fait, c'est sur la durée qu'on va justement gagner sur la batterie en fait, et sur sa durabilité. Et une idée du temps? Du temps en gain? De retour sur investissement. En combien de temps le TCO devient équivalent? En fait, c'est juste pour oui. c'est 20 ans, en fait, c'est 5 ans. Non, je pense que ce serait plutôt de 5 à 10 ans. En fait, ça dépend encore une fois des applications. Il y a des applications qui sont très contraignantes et d'autres qui le sont beaucoup moins. Merci. Et voilà, les ordres de grandeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je n'interromps pas toujours les questions de notre jury parce que je ne les comprends pas toujours. Voilà. Mais je sais que les candidats, eux, les comprennent et c'est le plus important. Nous passons au projet suivant. Et le projet suivant est donc le projet Méthane 4, un nouveau procédé de production de biométhane sans rejet de CO2. Il est présenté par Julie Meymoun, chef de projet à la SAT-Nord. Juste ici. Et voilà. Et vous avez 5 minutes. Bonjour à tous, je suis Julie Meymoun, chef de projet à la SAT-Nord et je suis ravie aujourd'hui d'avoir l'opportunité de vous présenter notre innovation Méthane 4 issue du laboratoire lillois Centrale Lille. Maintenant, si on se projetait, et si les déchets de nos champs, de notre alimentation, de nos stations d'épuration étaient l'avenir de l'énergie française? Le potentiel de ces ressources est en effet considérable. La technologie Méthane 4 veut croire en cette vision et a pour vocation de rendre la production de biométhane plus rentable et plus efficace. Le biométhane est une source d'énergie renouvelable avec un fort potentiel. C'est pourquoi la France a pour objectif d'en injecter 10% d'ici 2030 dans son réseau. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de réduire les coûts d'environ 30%. La technologie Méthane 4 a pour objectif de participer à ces coûts de réduction de la filière en rendant la production du biométhane plus rentable et efficace. Avant d'en rentrer dans le cœur de la technologie Méthane 4, nous allons voir d'abord comment est produit le biométhane aujourd'hui. On compare de déchets organiques. Ces déchets organiques sont mis à fermenter dans un méthaniseur. En sortie, on a un mélange de gaz, qu'on appelle biogaz, qui est un mélange dioxyde de carbone et méthane. Ce biogaz est soit brûlé pour obtenir du chauffage ou de l'électricité, soit purifié pour qu'ensuite le CO2 soit mis en contact avec le dihydrogène pour obtenir le biométhane. Le biométhane est ensuite utilisé pour alimenter en énergie le domaine de la mobilité et les usages résidentiels et industriels. L'étape de purification est une des raisons pour lesquelles la production de biométhane est aujourd'hui très coûteuse, puisqu'il est nécessaire de passer par des étapes de séparation membranaire et de stockage du CO2. La solution idéale serait donc de convertir le CO2 directement au sein du biogaz. C'est justement ce que fait la solution Méthane 4 en proposant un nouveau procédé catalytique réalisant la réaction sur le biogaz et en supprimant ainsi les contraintes liées à la purification et les coûts associés. Donc la technologie Méthane 4, c'est quoi? C'est une solution brevetée comprenant un procédé de production d'un catalyseur spécifique et un procédé de production du biométhane avec ce catalyseur permettant d'atteindre des hautes performances. Donc, comme on peut le voir sur le schéma ci-dessous, on part du mélange biogaz qu'on met en contact de dihydrogène. On obtient
On le fait passer dans un réacteur contenant le catalyseur méthane 4 à des conditions optimisées. Et en sortie, on obtient des très hautes conversions en CO2 et en hydrogène supérieures à 98% et un rendement en biométhane supérieur à 98%. Le gaz en sortie contient 97% de biométhane et des impuretés mineures. Ce gaz est directement compatible avec une injection sur le réseau. Les avantages et bénéfices de notre technologie sont donc multiples. Tout d'abord, d'un point de vue chimique, nous sommes meilleurs par rapport aux catalyseurs présents sur le marché sur différents aspects. Tout d'abord, on a une activité du catalyseur à plus basse température, ce qui permet un gain en énergie. Ensuite, on peut accéder à des très hauts rendements, supérieurs à 98%, alors qu'avec les procédés actuels, on est plutôt autour de 90%. Enfin, notre catalyseur a une forte productivité pour un débit de gaz élevé, ce qui permet encore de gagner en rentabilité. La technologie méthane 4 offre aussi une maîtrise du procédé. Comme on a des impuretés mineures en sortie, on n'a pas besoin de boucle de recyclage pour traiter le CO2 ou le CO. On a une réduction de l'empreinte également de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et notre biométhane est directement compatible et sous pression pour aller dans le réseau de gaz naturel. Enfin, grâce à la technologie, nous aurons des gains économiques puisqu'on va supprimer les coûts liés à la purification du biogaz. Et d'après notre première évaluation, on devrait avoir des coûts de CAPEX également divisés par 2. Donc maintenant, nous avons des développements technologiques en cours au laboratoire pour tester la robustesse aux impuretés de notre catalyseur et voir le nombre de cycles catalytiques que peut supporter le catalyseur sans perdre en performance. Ensuite, nous allons chercher à continuer à développer davantage la technologie avec un partenariat avec une entreprise pour développer un prototype industriel à plus grande échelle et des tests sur des sites de production biogaz ou biométhane. Si vous aussi vous êtes intéressé à participer au développement de la technologie méthane 4, n'hésitez pas à nous contacter. Avec l'ensemble de l'équipe, nous serons ravis d'échanger avec vous. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce pitch parfaitement maîtrisé en 4 minutes 47. Cher jury. Merci pour cette présentation très claire. Il y a différents types de biogaz qui soient issus de méthaniseurs agricoles, de stations d'épuration, de centres de stockage. Quel type de biogaz visez-vous et pour quand sera votre première injection? Alors, au niveau du biogaz, pour l'instant, nous, on est parti d'un mélange idéal, donc au laboratoire CO2, CH4. Après, on a testé en faisant... En fait, les sources de biogaz vont faire varier le ratio dioxyde de carbone sur biométhane et on a testé différentes concentrations au laboratoire et pour l'instant, on continue à avoir des hautes performances. Donc après, ça dépendra des opportunités, mais on reste ouvert à toute source de biogaz actuellement. Et après, au niveau des développements, donc là, on a un TRL laboratoire, donc TRL de 3. On vise après d'atteindre un TRL 5 avec des tests sur un site de bioproduction d'ici peut-être 2 ans. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Merci. 8e projet candidat, le projet Terre des Pôles, un procédé innovant et réutilisable de dépollution des sols aux hydrocarbures. Il est représenté par son porteur de projet, Yves Raymond. Hop, juste ici. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc vous présenter le projet et l'entreprise Terre des Pôles, puisqu'elle va démarrer en janvier. Terre des Pôles, j'aimerais vous emmener en Antarctique, mais ce n'est pas ça. C'est à comprendre comme dépollution de la Terre. Et dépollution de la Terre, il y a un mot en français très imprononçable, mais qui caractérise bien l'origine de notre projet, c'est le mot sérendipité. Vous savez, Sérendip, c'était l'ancien nom du Sri Lanka, de Ceylan, où dans un conte, 3 Perses, princes, passaient leur temps à découvrir des choses qu'ils ne cherchaient pas. Ben, c'est un peu ce qui nous est arrivé en 2018, où 3 chercheurs et 2 industriels se sont rencontrés pour la plupart pour la première fois, et ont commencé à travailler ensemble. Et puis finalement, on s'est aperçu qu'on touchait des choses qui nous intéressaient beaucoup et qui nous paraissaient assez innovantes. Et ces choses, c'était principalement un nouveau produit, un tensioactif, extrêmement efficace pour séparer les hydrocarbures de leur substrat, de la terre,
Et puis un procédé qu'on a pu mettre au point progressivement pour être très bien adapté à ce tensioactif. Et là, vous avez un des exemples initiaux que nous avions à partir d'huile, de vidange et de sable. Évidemment, c'est ce qu'il y a de moins compliqué. En utilisant notre tensioactif, au bout de quelques minutes, eh bien, on séparait, comme vous le voyez à droite, c'est un résultat de laboratoire, on séparait les 3 éléments, les hydrocarbures flottants, notre produit et tensioactif en dessous, et puis la terre propre qui restait en bas. Alors, ça a intéressé au début le pôle de compétitivité Build and Connect, parce que Build, quand on construit sur des terres polluées, évidemment, c'est bien de les dépolluer avant. Ensuite, ça a intéressé la SAT Connectus à Strasbourg, qui nous a financé pour que l'on puisse progressivement fabriquer un démonstrateur à l'échelle industrielle, ce que nous avons fait. Et nous en sommes là, nous sommes maintenant incubés par CEMIA, l'incubateur à Strasbourg, pour créer l'entreprise en janvier, afin de construire le prototype qui sera sur remorque et qui permettra d'aller dépolluer sur site directement les terres polluées exclusivement aux hydrocarbures. Alors, quand on regarde en détail le procédé, il comprend de nombreuses innovations, mais elles sont cachées dans des étapes assez classiques. La première, bien sûr, il faut excaver, désagréger, cribler la terre, et puis la terre polluée est mise dans un mélangeur, bien sûr, et ce mélangeur avec notre produit formulé en fonction de la nature de la terre, ça dépend quand même de cette nature, naturellement. Et dans ces cas-là, après, il y a une étape classique de décantation qui dure une vingtaine de minutes. Et après cette décantation, on va récupérer de façon sélective les 3 constituants dont je vous ai parlé. Alors, les huiles ou les hydrocarbures qui sont récupérés, eh bien, selon leur quantité et leur nature, elles seront soit éliminées, soit remises en tour de craquage, soit même réutilisées directement. Ça va dépendre. Notre produit, là, il nous intéresse beaucoup parce qu'on peut le récupérer et le réutiliser pour le batch suivant. Et puis la terre polluée, comme notre tensioactif est parfaitement compatible avec l'environnement, eh bien, la terre nettoyée peut être remise en place et même utilisée pour des opérations biologiques ou agricoles. Donc, nous avons maintenant, nous pensons avoir accès à un nouveau procédé qui est sur site, qui est rapide, qui est à un coût qui est parfaitement compétitif avec ce qu'on peut trouver aujourd'hui et qui permet, bien sûr, d'avoir, surtout en termes de rapidité, quelque chose qui n'est pas présent dans les solutions qui sont compétitives. Alors, nous sommes 5. En dehors de moi, je suis professeur émérite à l'école de chimie à Strasbourg. Olivier Coblotte est un industriel. Il a l'habitude de traiter les stations-service déjà depuis longtemps. Donc on a évidemment beaucoup travaillé avec lui. Yves Grenke est un chef d'entreprise, il est français mais son entreprise est allemande, une GmbH, et il a beaucoup travaillé sur le produit. Daniel Georges est professeur à Télécom Physique Strasbourg, et puis Philippe Acquerer est un des spécialistes en France sur la pollution des sols et des nappes phréatiques. Vous savez qu'en Alsace, nous avons la plus grande nappe phréatique d'Europe. Elle est principalement en Allemagne, mais elle affleure. Et donc, à 3 mètres sous terre, on est dans l'eau. Donc, la pollution des sols en Alsace, c'est vraiment très, très important. Alors, on en est là. On va essayer de fabriquer cette remorque automatisée qui comportera notre procédé et notre produit. Et donc, voilà, on espère comme ça pouvoir traiter les quelques 8000 sites référencés par l'ADEME en France qui sont pollués exclusivement aux hydrocarbures. Enfin, comme on en découvre tous les jours des nouveaux, on pense qu'il y a du travail. En Allemagne, il y en a encore plus, y compris dès qu'on passe le Rhin. Voilà, et c'était la certification qu'il n'y avait plus une molécule d'hydrocarbures dans notre terre une fois passé par notre procédé. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Raymond. Cher jury, une question pour notre candidat. Merci beaucoup pour votre présentation. Vous avez évoqué dans les avantages de votre solution la rapidité. Est-ce qu'au-delà de l'ensemble des sites qu'on voit sur la carte, les situations d'urgence sont un marché que vous envisagez parce que votre solution apportera un avantage pour des pollutions alors plutôt littorales dans ce genre de littoral, cas. Littoral ou touchant les milieux aquatiques aussi, mais où une urgence caractérisée nécessite qu'on puisse agir plus rapidement. Alors, quand il s'agit du sable, c'est ce qui marche le plus facilement. Quand il y a beaucoup d'argile, c'est quand même un petit peu une autre paire de manches.
ce qui est normal. Mais quand il y a du sable, oui, tout à fait. Un batch, avec notre prototype, un batch, ça dure 25 minutes. Et ça dépend de la taille du mélangeur. Mais si on a un mélangeur qui prend 2 tonnes de terre, on peut traiter 50 tonnes par jour sans aucun problème. Bon, puis après, on peut mettre plusieurs éléments. Donc oui, absolument, pour des accidents, pipeline, etc. Oui, ça marche bien. Merci beaucoup. 9e et avant-dernier projet, le projet Terranéon, le premier simulateur multi-agent pour évaluer l'impact systémique d'une décision. Il est représenté par son porteur de ce projet, Jean-Daniel Kant. Tenez, hop, juste ici. Bonjour à toutes et tous, je suis donc Jean-Daniel Kant, enseignant-chercheur à Sorbonne Université. Je vais donc vous présenter le projet Terranéon qui est porté donc par Sorbonne Université et aussi par CNRS Innovation et la SAT Lutech. Alors, de quoi s'agit-il? Nous partons du constat que nous vivons dans un monde qui est de plus en plus complexe, avec beaucoup d'incertitudes. D'aucuns diront que nous ne vivons peut-être pas une époque formidable, mais il y a de l'espoir car il y a des solutions. Ce salon et mes camarades co-finalistes en sont la preuve. Le problème, c'est comment peut-on évaluer ces solutions? Actuellement, les logiciels d'aide à la décision qui vont évaluer les décisions et les stratégies ne portent en général que sur une seule dimension, soit le climat, soit la biodiversité, soit l'économique, soit le social. Et nous pensons qu'il faut maintenant une pensée systémique et évaluer cela sur toutes les dimensions. Un exemple, c'est celui de l'électrification des transports, par exemple. Si on électrifie la mobilité, il va bien sûr y avoir un accroissement des besoins en énergie. Donc il faut garder cette dimension-là. Mais il va y avoir des conséquences non seulement sur l'environnement, mais aussi sur l'emploi, donc sur l'économie, etc. Et il faut aussi que les solutions soient acceptées par la société. Donc, à cause de cela, nous allons proposer un outil qui va donc nous permettre d'évaluer les impacts sur toutes les dimensions, de proposer aussi des trajectoires de décarbonation, car on a des futurs désirables, mais le problème, c'est comment les atteindre, et donc de projeter aussi pour les entreprises, les organismes, les effets des réglementations, et donc des effets systémiques. Alors, tout ça, ça paraît être un peu un Graal. On se dit comment on fait pour identifier les mesures qui sont bonnes pour l'économie, le social et l'environnement. Eh bien, nous pensons que c'est possible grâce à une nouvelle technologie, une nouvelle forme d'intelligence artificielle qui s'appelle la simulation multi-agent. La simulation multi-agent, ce sont des agents logiciels. Un agent peut représenter une entreprise, un individu, une institution qu'on va mettre en interaction pour constituer une économie ou une société virtuelle. Et c'est dans cette économie et société virtuelle qu'on va projeter les impacts, qu'on va projeter les décisions, les stratégies, et on va en déduire les impacts sur toutes les dimensions dont j'ai parlé. Donc nous sommes issus de la recherche universitaire, nous sommes une équipe spécialisée depuis de nombreuses années sur la simulation multi-agent, avec une expérience notamment dans le domaine de l'économie, des impacts aussi sociaux, de diffusion d'innovation que nous avons réalisé grâce à simulation multi-agent avec une reconnaissance internationale. Et c'est pourquoi nous souhaitons maintenant diffuser et repersonnaliser ces simulations multi-agents à travers la création d'une start-up dont je serai le CEO. Il y aura également un doctorant, Maël Franceschetti, serait présent, qui sera le CTO, et également un maître de conférence spécialisé dans les questions énergétiques, dont on a beaucoup parlé ici, et également du transfert technologique, Cédric Arson, qui fera partie de l'aventure. Donc c'est une forme d'IA qui a l'avantage aussi d'être totalement explicable, contrairement aux IA actuelles. Alors, si on rentre un petit peu dans les détails, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre simulateur Terranéon? On va donc mettre un modèle de l'économie, c'est-à-dire notamment les secteurs d'activité qui ont le plus d'impact sur l'environnement. Donc on retrouve l'énergie, le transport, l'industrie, également nous avons l'agriculture, le logement et les services publics. Cette économie va ensuite être ouverte sur l'extérieur avec des modélisations des processus d'import et d'export. On va aussi modéliser l'État qui est important, notamment à travers les subventions, la fiscalité, etc. Et la population. Car qu'est-ce qui font les impacts? C'est bien sûr la production, donc, qui est dans le cercle central ici, mais aussi la consommation par la population, qui a aussi génératrice d'impact, également d'usage. Et on a donc des modèles également d'impact de toutes ces activités sur le climat et sur la biodiversité. Alors on a un large potentiel d'application. Actuellement, nous avons développé un premier simulateur qui concerne l'énergie à niveau TRL 5, qui s'intéresse à la production d'électricité en France et qui nous permet de trouver les meilleurs mix
c'est-à-dire le meilleur équilibre entre le renouvelable et le nucléaire pour satisfaire la consommation en France. Nous développons également des modèles sur la mobilité durable et donc j'ai parlé d'électrification des transports. Nous avons également des contacts avec des acteurs pour travailler sur les impacts sur la biodiversité marine. Et puis, bien sûr, les autres secteurs comme le logement, l'alimentation, l'évaluation générale de politique pour les collectivités ou les investissements qui pourraient être également évalués avec notre solution. Donc tout cet ensemble d'applications nous permettent de développer et de monter en TRL, ce qui est l'objectif actuel. Et ensuite, d'ici 3 ans, nous pensons pouvoir proposer également notre solution sous forme de SaaS. Voilà, j'en ai à peu près terminé. Voici donc les contacts si vous voulez discuter avec nous. Nous avons également le site web du projet et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. 4 minutes 58, tout ça est d'une précision absolue. Cher jury, avez-vous une question au sujet du projet Terraneon? Terraneon. C'est quasiment philosophique, votre projet. C'est un modèle qui regarde les avis de toutes les parties prenantes actuelles ou souhaitables. Enfin, on est dans du réel ou dans du désirable? Alors, on est dans du réel, puisqu'en fait, le modèle est calibré actuellement sur toutes les données qu'on peut trouver, notamment sur la comptabilité nationale, ce qui fait qu'on reproduit les flux économiques de la France à l'échelle réelle. On a une population synthétique d'individus, donc de la société, qui est également reproduit à l'échelle de la réalité. Donc, on est vraiment dans le réel. C'est vraiment justement le point fort, c'est qu'on a développé ces techniques de validation qui nous permettent d'avoir ces modèles à l'échelle de la réalité. Merci beaucoup. Merci. Il est temps désormais de découvrir le 10e et dernier projet candidat. Il s'agit du projet Voltify, un dispositif de stockage de l'énergie ultra compact. Il est représenté par son CEO et cofondateur, Maxime Allot. Hop, tenez. Merci. Et voici. Ravi d'être ici, donc merci beaucoup pour l'accueil. Donc je suis Maxime Allot, le CEO et cofondateur de la société Deep Tech Voltify qui a été créée en mars 2023. Et avant de vous emmener dans le monde de la microélectronique qui me concerne aujourd'hui tous les jours, alors c'est l'autre bouton, non c'est pas celui-là, c'est celui-là. Un petit peu de contexte. Savez-vous qu'aujourd'hui, plus de 40 millions de personnes décèdent prématurément dans le monde et les principales causes vont être pour origine donc des maladies chroniques qui ont été gérées de manière un petit peu difficilement, ou en tout cas le parcours patient a été un petit peu compliqué. À titre d'exemple, ça va concerner donc certaines formes d'arythmie cardiaque, le diabète, la maladie chronique des reins et d'autres. Et donc aujourd'hui, si je prends juste l'exemple du diabète, c'est 12% du coût sur le système de santé global mondial. C'est un adulte sur 11, plus de 70% d'augmentation des cas depuis ces 20 dernières années, et une augmentation qui continue, plus de 50% dans les 15 à 20 prochaines années. Et donc aujourd'hui, certaines solutions peuvent être utilisées, comme les prospects que l'on a identifiés par exemple chez Senseonics, comme cet implant glycémique sous-cutané, qui a pour objectif de mesurer en temps réel donc la glycémie du patient. On a des capteurs environnementaux également qui peuvent être vecteurs de solutions à la fois pour du monitorat en temps réel, donc d'un environnement donné, par exemple l'évolution d'une population, d'une faune, de flore, etc. Mais qui peuvent être également utilisés comme notre autre prospect chez CubeWorks, qui pourrait être déployé également pour du glaucome. Sauf qu'aujourd'hui, ces objets deviennent de plus en plus petits et compacts et il faut pouvoir repenser les nouveaux paradigmes de stockage d'énergie pour répondre en tout cas à ce besoin d'autonomie qu'ont ces différents objets puisqu'ils vont être implantés sous la peau pour la plupart. Et donc, on a un besoin continu pour pouvoir donc, surveiller et monitorer en temps réel ces différents types de pathologies. À titre d'exemple, le capteur de chez Senseonics, l'autonomie, c'est de 4 à 6 semaines au grand maximum. Le capteur de chez CubeWorks, c'est quelques heures à 5 jours au grand maximum. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils ne sont pas déployés de manière, pérenne, en tout cas sur ces dispositifs.
Donc nous, on a une technologie qui est basée sur 15 ans de recherche au CNRS. Donc on a 36 brevets qui ont été déposés, pour lesquels on a une licence exclusive qui a été accordée à Voltify. Et notre approche, c'est de repenser entièrement l'architecture d'une batterie, en passant par une architecture tridimensionnelle inspirée du vivant, qui va venir en fait créer une architecture complexe. Vous le voyez ici en forme de mini-arbre, de mini-sapin, qui permet de déployer 700 fois la surface équivalente en 2 dimensions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur ce type d'objet, on peut multiplier en tout cas par 700 la capacité des électrodes de batterie ou de condensateurs que l'on peut fabriquer dessus. Couplé à notre savoir-faire sur la synthèse de matériaux en microélectronique, on est capable aujourd'hui de proposer des condensateurs et des batteries les plus compactes et les plus puissantes au monde, qui font la taille en fait de quelques millimètres carrés à la taille de 2 fois l'épaisseur d'un cheveu, qui peuvent venir justement améliorer significativement, puisqu'on a des performances, des critères de performance qui sont 15 à 40 fois supérieurs aux dispositifs commerciaux actuels, sur des dispositifs qui sont extrêmement petits, avec un procédé de fabrication issu de la microélectronique, donc entièrement compatible avec la technologie silicium classique que l'on peut retrouver, avec des critères environnementaux, c'est-à-dire qu'on a fait des choix sur nos matériaux également. On est sur des architectures tout solides, sans solvant, sans cobalt, sans lithium métallique, etc., etc. Et donc, nous, notre technologie, elle s'adresse dans un premier temps au marché des microsources de l'énergie pour des dispositifs médicaux implantables, qui est un marché avec une croissance supérieure à 19% sur la prochaine décennie, menant donc à un marché de 1,2 milliard de dollars, à un marché à plus de 6,7 milliards de dollars d'ici 2032. Donc aujourd'hui, on est une équipe de 8 personnes, dirigée par moi-même en tant que CEO et mon cofondateur et CTO Kevin Robert, avec lequel je travaille depuis plus de 8 ans. On a également une équipe de spécialistes en microélectronique, sciences des matériaux et propriété intellectuelle. Et plus récemment, donc, on a intégré un business développeur expérimenté, un manager en R&D, donc sur ces différents axes que l'on développe aujourd'hui actuellement. Et on cherche un directeur industriel expérimenté également. Donc on est aujourd'hui dans une levée de fonds qui va nous emmener d'un TRL5 à un TRL7 dans les 2 prochaines années et demie, donc c'est-à-dire passer vers le jalon pré-industriel et de pouvoir obtenir donc notre premier design win d'ici 2028. Notre objectif, c'est vraiment d'afficher un complexe industriel en Europe qui va permettre donc de répondre à ces besoins sociétaux et sociaux, mais également de pouvoir coupler ces différents impacts à un impact environnemental certain qui va être la diminution significative donc, des déchets électroniques générés par la microélectronique. 30% des déchets plastiques dans nos océans proviennent de l'électronique. Donc sur 100 000 capteurs équipés, c'est 300 kg de plastique en moins retrouvés dans nos océans. Également grâce à notre politique donc, de gestion de matériaux qui utilisent uniquement quelques nanogrammes de matériaux actifs, on est aussi sur une réduction par un facteur 15 au moins donc, de la génération donc, et l'utilisation de ressources critiques. Et donc, chez Voltify, notre mission et notre ambition, c'est de pouvoir poser les bases d'une nouvelle ère technologique pour les dispositifs connectés miniatures. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Y a-t-il un ou une membre du jury qui aurait une question pour notre dernier candidat? Bonjour, merci beaucoup pour votre pitch. Pour l'instant, on a bien vu vous intéresser spécifiquement sur les usages médicaux, mais est-ce que vous imaginez déjà d'autres domaines d'application pour demain? Tout à fait. Alors, je l'ai mis un petit peu en prélude dans ma présentation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les acteurs avec lesquels on discute, c'est à la fois des acteurs des dispositifs médicaux implantables, mais pas que. On a également tout un panel sur la partie capteur environnemental, notamment dans le cas de surveillance de certaines forêts et de certaines flores. Le capteur que j'ai montré de chez CubeWorks a pour vocation à être disposés sur un implant pour le glaucome, mais aujourd'hui, ils sont capables, grâce à ce capteur, de pouvoir identifier l'origine de déclin de certaines populations, comme les abeilles, certaines populations également qui disparaissent sur certaines îles. Donc, c'est aussi une verticale marché que l'on a identifiée et sur lesquelles l'impact peut être extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Je vous reprends tout. Merci beaucoup. Merci à nos 10 candidats et candidates. Merci chacun et chacune d'avoir aussi bien tenu le temps. Je vous propose de les applaudir vraiment pour toutes les présentations qu'ils nous ont faites. Merci également de ne pas avoir truffé vos pitchs de buzzwords qu'on entend partout avec des hashtags complètement pétés qui n'intéressent plus personne.
Le jury va maintenant aller délibérer. Vous avez effectivement une difficile décision à prendre. Pour cela, vous avez 1 heure. Cher public, vous connaîtrez le résultat de ce Polytech Challenge à 16h30. En attendant, ici même, à 15h30, nous allons parler réindustrialisation et formation. À tout de suite.